Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Olivier de Ségonzac, qui a développé un outil qui est bien sympa pour mieux comprendre la visibilité sur ChatGPT. Et il va nous expliquer ça tout de suite. Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci François pour l'invitation. Donc, Olivier de Segonzac, je suis un des 4 fondateurs de Raisoneo, qui est une agence de conseil en marketing et business. On fait beaucoup de SEO, mais aussi beaucoup d'acquisitions, de data et tech. Et on a aussi un pôle analytics. Donc, ça fait 20 ans que je travaille dans cette agence. Euh, voilà, et j'aime bien décortiquer un petit peu tout ce qui se passe derrière la machine, des moteurs de recherche divers et variés. Et là, on va parler plutôt de ChatGPT aujourd'hui. Donc, tu as fait un plugin qui est enfin, une extension pour Chrome et qui permet en fait de scraper ChatGPT lorsqu'il fait des recherches sur le web. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que ça fait, comment tu as pensé à faire cet outil, enfin voilà, la Ouais. genèse de ce projet. Ouais, bien sûr, bah, tout est parti d'un post LinkedIn pour changer. Et il y a un SEO allemand, David Konieczny, qui a publié le fait qu'on avait à nouveau les fanouts disponibles dans le code source de ChatGPT. Donc les fanouts, on va peut-être revenir dessus pour expliquer un peu ce que c'est. Euh, donc à partir de là, parce qu'on les avait déjà, ces fameuses fanouts, euh, avant l'été, puis on les avait plus, et donc elles sont revenues. Donc je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu, est-ce que ChatGPT a évolué, est-ce que la manière de fabriquer ces requêtes secondaires a changé depuis, et, Alors justement, ouais. est-ce que tu pourrais préciser, parce qu'on n'est pas forcément que un technicien, il va y avoir aussi beaucoup de personnes qui font seulement marketing. Est-ce que tu peux préciser un petit peu c'est quoi le Ouais. fan-out et pourquoi c'est important pour Alors, je, ChatGPT? je vais partager mon écran sur une petite infographie que j'avais fait, je crois, la semaine dernière aussi, et que j'ai jamais publiée. D'ailleurs, peut-être que je la publierai là après cette interview, qui explique le principe du fan-out. Donc, je sais pas si... Voilà, bah, t'es Super. dessus. Donc, le principe du query fan-out, c'est que sur un moteur de recherche conversationnel, l'utilisateur fait un premier message, un prompt utilisateur, et à partir de ce moment-là, l'outil va décider si oui ou non il va aller activer son outil interne de recherche. Donc, il est plugué à différents types d'outils de recherche. On sait que euh, c'est majoritairement Google aujourd'hui qui est requêté par ChatGPT. Donc, par Ce exemple, qui est, ce qui l'utilisateur... est- ce Ouais. qui est absolument extraordinaire d'ailleurs. C'est assez étonnant, d'autant plus que Google avait refusé l'ouverture de leur API de recherche interne qui donne parfois à des tiers. Il leur avait refusé à OpenAI, mais ils ont pris une solution de contournement qui est de passer par une boîte qui fait ça pour eux, qui s'appelle SERP API apparemment, d'après les infos qu'on a. Donc l'utilisateur fait son premier prompt, quel est le meilleur écran TV du marché par exemple. Et là, l'outil, donc ChatGPT, Gemini ou d'autres, va analyser un peu le contexte et générer plusieurs requêtes qui va envoyer au moteur de recherche interne. Donc ça peut être Bing, ça peut être d'autres moteurs, Brave, ça dépend des LLM. Et donc ChatGPT, c'est beaucoup Google. Et donc il découpe ce prompt en différentes facettes. Par exemple, Best TV 2025 Reviews, meilleur TV OLED, QLED, comparatif téléviseur, avis consommateur TV. euh, et il va aller rechercher du coup des URL qui vont lui permettre de construire sa réponse. C'est ce qu'on appelle le grounding. C'est un peu du RAG en fait, c'est-à-dire que pour fabriquer sa réponse, il va aller chercher de la requête des informations fraîches. Ça, voilà, il récupère les contenus, il fait une analyse, il voit est-ce que c'est suffisant pour répondre oui, non, et puis s'il est content, il fabrique la réponse. Donc j'ai même quelques exemples, mais on pourra aller les voir en live, quel est le meilleur écran du marché, voilà. Alors ce qui est intéressant, et un des trucs que j'ai remarqué en analysant les fan-out de ChatGPT, c'est que de manière assez aléatoire d'ailleurs, il y a souvent des mix avec des requêtes en français, d'autres en anglais. Ça se fait assez... c'est un pattern qu'on a observé. Ouais. C'est un gros problème en vrai pour nous Français. Bah, carrément, parce que à moins d'être un site international ou d'avoir traduit tous ces contenus en anglais, voire parfois en espagnol, puisque c'est aussi une langue qui est assez largement répandue sur le web.
Mais Pour l'anecdote, moi par exemple, mon nouveau site Visibility A, je suis en train de le traduire en anglais et en espagnol pour cette raison. Parce que bon, ouais, bah, s'ils font les requêtes en anglais et en espagnol, bah, il faut être présent en anglais et en espagnol, même si je ne travaille pas ces marchés-là. exactement, Voilà, exactement. C'est le concrètement, premier ça, enseignement. ça c'est une conséquence directe de ce genre de recherche. C'est, tu te dis, bon, bah, puisqu'ils recherchent en anglais, il faut que je sois présent en anglais. Exactement. Euh, Après, ça dépend des types de questions, de prompts qu'on lui envoie. En général, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, il y a entre un et 3 fan-out qui sont générés par prompt. Ça, c'est le classique. Il y en a parfois moins, parfois plus, mais c'est le range habituel. Plus la requête est complexe, plus il va aller chercher et récupérer un grand nombre de fan-out et d'URL. Euh, donc ça dépend s'il active le mode syncing, voire syncing avancé, un peu deep recherche. Mais il peut parfois aller récupérer plus d'une centaine ou même plus de 150 URL différentes pour fabriquer sa réponse. Et ce qui est intéressant également de constater, c'est que quand tu es en mode syncing, Deep Research, eh ben, il va faire du récursif, c'est-à-dire qu'il va faire un premier fan-out avec peut-être une dizaine de résultats. Il va analyser les résultats et les fan-out suivants vont dépendre de ce qu'il a trouvé. Donc voilà, c'est un mode récursif. On parle de chain Alors of ça, thought. Ouais, ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, le mode thinking, c'est quand il dit réflexion en cours, il faut pas hésiter à exactement. cliquer sur ce réflexion en cours pour voir comment il réfléchit et comment il fait sa recherche. Parce que des fois, il y a des informations qui sont très précieuses et ça vaut vraiment le coup de passer quelques secondes à regarder ce qu'il fait et à essayer d'analyser pour après optimiser les réponses qu'on peut. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Et Là, j'ai posé une question compliquée, quoi. Je veux acheter une cafetière électrique de luxe, je veux un état des lieux des meilleurs produits dispo en France, ainsi que les prix, les marchands, les avis, les conseils d'entretien. Et donc, il a réfléchi pendant 2 minutes, 3 minutes, et donc il explique un peu par toutes les étapes, enfin toutes les étapes par lesquelles il est passé. Donc, il a fait une première recherche, les machines de luxe, puis il a fait un focus sur une machine spécifique, puis sur un autre, les reviews, la maintenance et comment est-ce on s'occupe de l'entretien, etc. Alors là, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans ce cadre-là, on voit qu'il y a deux carousels dans la réponse. Il y en a un en haut et en bas. Donc ça, c'est un des trucs aussi qui est intéressant avec le petit plugin là que j'ai développé. Je vous montre la landing page, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, etc. On récupère non seulement les fan-out, mais aussi les produits qui sont listés dans le carrousel produit, avec le ranking. Donc, systématiquement, pour l'instant, je n'ai pas vu d'écart à ce niveau-là. Il y a 8 produits à chaque fois qui sont dans les carousels. Et puis, on récupère aussi les prix, le nom des marchands. Alors, le nom des marchands, vous voyez, parfois, c'est Xiaomi officiel plus autre. Parce que, en fait, dans le carrousel, je vais vous remontrer, il montre un marchand ou plusieurs marchands. Donc là, par exemple, on a Galaxus plus autre. Donc on récupère tout ça. Et ensuite, un des trucs qui est intéressant également dans l'appli, c'est qu'on va pouvoir regrouper ces éléments par domaine et par typologie de réponse. C'est-à-dire que dans le code source de la réponse, il y a des marqueurs en fait qui vont nous permettre d'identifier est-ce que c'est une source image, produit, news, d'autres sources. Donc ça, on le récupère et ça permet après d'avoir même des stats agrégées parce que ce qui est intéressant dans le plugin, là, c'est qu'il y a un archivage de toutes les questions. Donc on va pouvoir consolider l'intégralité des carousels qu'on a récupérés, des sources, euh, et avoir un comptage finalement du nombre d'URL différentes qui sont ressorties dans les quelques conversations qu'on aura monitorées, et regrouper ça par nom de domaine. Ce qui va permettre effectivement de voir que là, typiquement, on a Reddit, il a 12 URL dans 3 conversations, YouTube, il est remonté dans 4 conversations avec 9 URL, et ça nous fait un petit classement qu'on peut filtrer par typologie de résultats. Et Est-ce que on a tu as l'info. Ouais. Est-ce que tu as les URL par query fanout ou alors c'est toutes les URL qui sont regroupées dans un seul tableau et Non, tu les as. Je vais switcher. Là, voilà, je suis sur le pop-up, là, le viewer du plugin.
Je suis dans le mode dashboard, donc là, voilà, j'ai 12 conversations analysées, et dedans, il y a justement la fameuse, je vais acheter une cafetière électrique de luxe qu'on voyait tout à l'heure. Donc, on a toutes les fan-out. Donc là, j'ai cliqué dessus pour accéder à l'analyse complète de la recherche, du prompt. On voit qu'il a trouvé, donc c'était vraiment un mode thinking avancé, là. Donc, il a trouvé 114 domaines différents, près de 200 URL, et en moyenne, j'ai 9 URL par fan-out. Donc après, j'ai toutes les sources. Donc là, sur une analyse, il me les met toutes, hein. Du coup, ça fait un long tableau. Et j'ai tous les products qui suivent. Donc là, on a deux carousels. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'ils l'ont classé un peu, ça va être un peu classé par typologie de prix. On voit qu'il y a d'abord, c'est du luxe, mais du luxe moyen, parce qu'on est autour des 200-300 euros. C'est pas non plus une cafetière bas de gamme. Mais après, il y a l'ultra luxe, quoi, 2000 euros, voire plus, la cafetière. Donc, on voit un petit peu le raisonnement par lequel il est passé. Et ensuite, j'ai le détail par domaine. On voit qu'il y a beaucoup de YouTube. Ça, c'est parce que dans les requêtes qu'ils envoient via SERP API, il y a parfois des blocs vidéo, surtout sur ce type de requête avec de l'entretien, comment on fait. Il y a peut-être du tuto, etc. Donc, il y a pas mal de vidéos qui ressortent. Donc, ça arrive avec les réponses. On peut dérouler et voir exactement quelles sont les URL. Alors ça, c'est vraiment important parce que là, on voit clairement que, en gros, si tu vends des cafetières de luxe, il faut que tu sois sur YouTube, c'est impératif, mais même sur, non, c'est Darty, pardon. Je croyais que c'était Dailymotion. Euh, Non. Darty, donc là pour Darty, bah, c'est mort, tu pourras pas y être. Non. Mais Reddit. au moins aussi sur Reddit. Donc là, par contre, Ouais, ces deux plateformes-là, YouTube et Reddit, qui sont accessibles à chacun, eh ben, en gros, pour résumer, si t'es pas présent dessus, eh ben, tu seras pas présent dans ChatGPT. Voilà. exactement. Et on voit qu'il y a du Amazon.com, hein, c'est pas le .fr qui ressort. Donc là encore, une fois, le fait que il y a des contenus en anglais qui vont ressortir. D'ailleurs, si on regarde le fan-out, alors là, non, il y a pas mal de requêtes en français, mais bon, il y a un mix, quoi. Il y a beaucoup de prix quelque chose au début, puis après, il va faire un focus sur certains marchands qu'il a découverts, voire même sur certains éditeurs qui font des comparatifs. Là, dans sa requête envoyée à Google, il a carrément mis les numériques test de la Mocha Master ou de la Sage Precision Brewer, où il n'y a que choisir également. Donc, il va ensuite, en fonction de ce qu'il a trouvé avant, aller creuser un peu plus. Et Et alors, tu vois, est-ce que par exemple, ces queries fan-out, là, je suis en train de faire un benchmark sur les différents outils qui permettent de suivre la position d'une marque sur ChatGPT. Donc, par exemple, il y a oui. Query, il y a Authorly. Donc, en fait, c'est l'équivalent du suivi de position de mots-clés dans Mhm. le SEO. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup de suivre ces prompts-là, qui sont fournis par les queries fan-out, dans les suivis de position en se disant, bah tiens, il faut que je sois visible sur ces queries. Qu'est-ce que tu Ouais, en penses, c'est toi? une piste en fait pour aller essayer de voir si on a plus de chances d'être utilisé comme source d'information pour les réponses de ChatGPT. Parce qu'il y a Euh, cette problématique-là dans ces outils de suivi de position de marque, de se dire bah, sur quel prompt je dois être visible, ce qui n'est pas forcément évident. Parce que, alors, autant les mots-clés, on a des statistiques, on a l'habitude aussi de chercher des bons mots-clés, autant sur les prompts, bah, pour l'instant, c'est un petit peu encore, on est encore à tâtonner. Et bah, justement, je me dis que bah, ça pourrait être une source de bons prompts sur lesquels il faut que la marque soit visible. Ça peut être intéressant. Ouais, exactement. Et ce que je te recommande de faire dans ce cas-là, c'est que tu vois, tu vas faire une requête, par exemple, quels sont les meilleurs outils de suivi de positionnement dans les résultats moteurs. C'est ça, non? Hop. Et donc, en fait, tu fais ça. Donc là, le plugin, il va aller récolter l'information. Tu vois qu'il est en train de travailler là. Il est en train de suivre la conversation. Tant qu'elle n'est pas finie, il va pas remonter le truc. Mais ce que je te recommande, donc là, voilà, il a fini, il a fait 2 query fan-out, position tracking tool, ChatGPT embedding, je sais pas pourquoi embedding, et rank tracking for AI agent tool. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses dans ce cas-là, c'est que ce prompt-là, tu vas le répéter plusieurs fois. Donc, tu vides l'appli,
tu dis, voilà, je vais faire un focus que sur ce sujet-là. Donc, en fait, tu vas le requêter 10 fois parce que ça va te permettre de moyenner la réponse et de voir au global, finalement, quels ont été les fan-outs déclenchés, quels ont été les URL sourcés. Donc là, voilà, il m'en a fait d'autres. Alors, celui-là, il ressemble un petit peu à un fan-out qu'on avait tout à l'heure, mais c'est exactement le même prompt. Par contre, j'ai pas les mêmes query fan-out et pas les mêmes URL, du coup, qui vont remonter. Donc, il faut imaginer que voilà, tu n'as que 2 conversations analysées, là, que tu fasses ça 10 fois, 20 fois sur le même prompt, et derrière, tu vas pouvoir regarder justement quels sont les Déjà. top domaines, etc. Et puis aussi le top prompt à suivre absolument parce que c'est celui-là qui sort tout le temps lorsqu'on pose une question de ce genre-là. Les top fan-out, tu veux dire? Oui, voilà. Mais bon, Ouais. au final, qui deviendra le top prompt parce que de toute façon, vu que Ouais, mais alors c'est après, tu vois, ça, c'est les fan-out, c'est ce que tu vas aller rechercher dans Google, plutôt. ouais, c'est vrai. C'est pas ce que tu vas rechercher dans les outils Search AI. Et le prompt, alors là, c'est un problème que tout le monde a. Et bon, c'est vraiment un sujet de savoir comment est-ce que tu dois fabriquer tes prompts. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fabrique des prompts de manière fictive, c'est du synthétique, c'est généré par d'autres IA en général, Mhm. qui vont essayer d'inférer et d'imaginer ce qu'un utilisateur serait susceptible de demander à un LLM. Sauf que c'est une boîte noire aujourd'hui, on ne sait absolument pas, on a très peu de données utilisateurs réels et la clé est là-dedans en fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un espèce de paradigme temporel bizarre où tout le monde fait des requêtes supposées pour les LLM, du genre quel est le meilleur machin en 2025, je sais pas quoi, et au final, tous les sites qui remontent sur ce type de prompt, c'est des affiliés, des sites pas forcément ultra quali, avec des comparaisons de produits ou de vendeurs, mais ça ressemble beaucoup à de l'affiliation, et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que du coup on dit, ces sites-là sont visibles, mais est-ce que c'est vraiment ce que vont rechercher les utilisateurs? Donc la clé est là-dedans, et pour fabriquer tes meilleurs prompts, finalement, il faut connaître tes utilisateurs, il faut remonter à la source, travailler avec des équipes marketing ou clients, analyser les avis, les cas d'usage, et essayer de fabriquer les meilleurs prompts pour ça. Donc la clé est là-dedans, hein. C'est facile d'aller requêter les IA et de récupérer, d'analyser les réponses. Ce qui n'est pas facile, c'est de trouver les bons prompts à poser. Euh, alors, il y a un petit point qu'on n'a pas précisé, c'est que ton outil, il est accessible gratuitement. Et Ouais, voilà, il n'y a pas de pop-up qui apparaissent tous les 5 minutes et tout ça, non. c'est quand même assez extraordinaire. Donc, j'aurais dû le préciser dès le début, mais voilà, donc enfin, vous avez quand même accès à un outil assez fou, hein, je crois qu'on peut le dire, gratuitement, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors, je voudrais juste faire un petit point aussi sur les datas, parce que moi, quand j'ai vu l'outil, la première crainte que j'ai eue, je me suis dit, où vont partir mes discussions super privées que j'ai parfois avec ChatGPT au sujet de mes finances, de ma santé ou je ne sais quoi encore. D'ailleurs, j'ai tort de parler de tout ça à une entité américaine, pas obligatoirement amicale avec les données. Ouais. Et Bon, du coup, après, hein. voilà, comment tu gères les données? Est-ce que ça repart sur Ouais. le cloud? Hum, Qu'est-ce hum. qui se passe derrière? Alors, bon, déjà, un truc à voir, c'est que dans la config, tu peux tout à fait décider de ne pas analyser enregistrer automatiquement et archiver les conversations que tu as analysées. Tu vois, là, si je décoche ce paramètre-là, dans l'analyse, en bas, je vais avoir un bouton qui apparaît tout en bas qui est Save. Ça veut dire que tu veux sauvegarder l'analyse. Mais tu peux aussi débrayer complètement la récupération des données en cliquant sur le bouton ici. Ceci dit, je l'ai publié en mode développeur parce que je voulais pas me faire chier, aller le faire valider. Je sais même pas si ça aurait été validé parce que pour plein de raisons. Euh, donc, il n'est pas dans le store officiel des apps, mais ça veut dire aussi que le code source, il est dispo. N'importe qui peut aller regarder le code source et verra bien qu'il n'y a aucun appel externe à une API sur un serveur quelconque qui est fait. Tout est fait en local, tout est enregistré sur votre navigateur.
Alors, si vous voulez pas vous embêter à aller voir le code source, vous pouvez aussi activer des outils qui vont sniffer les paquets entre votre device et les serveurs distants, comme un Wireshark ou Fiddler ou d'autres. Et vous verrez qu'il n'y a aucune requête qui sort de votre navigateur. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui est fait avec. J'aurais bien aimé, hein, honnêtement, ça m'est passé C'est par la marrant, tête hein, ça. de récupérer au moins les queries fanables de tout le monde. Bon, au final, ça n'a pas forcément été pertinent, parce qu'encore une fois, ça dépend des prompts. Et puis, pas super RGPD friendly. Et voilà, et puis le code source, encore une fois, il est dispo, vous pouvez le regarder, il n'y a aucun appel à une API distante qui est fait. Bon, bah, franchement, bah, Bah, écoute, merci pour cette si ça gratuité, peut sans rassurer. pillage, et en plus, sans pillage de données, ce qui est quand même Non, assez extraordinaire. On voit pas ça souvent, hein, clairement. Donc, bah, merci pour ça, en tout cas. avec plaisir. Alors, j'avais préparé quelques questions. Est-ce que tu as remarqué, toi, au fil de tes utilisations, s'il y avait vraiment des plateformes sur lesquelles il fallait être plus présent? On a déjà vu que bah, YouTube, dans ton exemple de cafetière, ressortait très fortement, donc il faut être dessus. Reddit aussi. Voilà, t'as d'autres plateformes comme ça sur lesquelles tu recommanderais aux stratèges géo d'être présent absolument? Bah alors, à part Reddit, YouTube, parce qu'il ressort beaucoup. En fait, les deux ressortent beaucoup dans les résultats Google, donc c'est lié à ça. En fait, ça dépend vraiment de- du secteur dans lequel vous êtes, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez les regarder. Là, sur l'organisation d'un goûter d'anniversaire en mode syncing, j'ai 8 fanarts, j'ai 56 domaines, 94 URL. Encore une fois, c'est mieux de les regrouper, hein, d'en faire plusieurs. Peut-être ça, c'est une évolution que je pourrais faire d'ailleurs dans l'appli, c'est de générer des projets pour éviter de devoir à chaque fois supprimer les datas et puis recommencer pour un nouveau projet. Euh, mais ouais, dans le e-commerce, Amazon, typiquement, il est ultra visible, mais les gros retailers aussi, hein, c'est quand même ce qu'on voit là, on a du Intermarché, Carrefour, Franprix et Discount. Voilà, c'est sur un goûter d'anniversaire. Euh, donc ça dépend vraiment du secteur. C'est pour ça qu'il n'y a rien de tel que de tester. Alors d'ailleurs, quand vous testez, vous pouvez être connecté à votre compte. Si c'est un compte pro, par exemple, il ne va pas forcément fonctionner de la même manière que si c'est un compte gratuit que vous pourriez avoir par ailleurs. Et peut-être que ça peut être utile dans certains cas de se mettre avec la même config que votre audience. C'est quand même le gros des utilisateurs aujourd'hui n'a pas forcément un compte payant. Donc ça peut être bien de se mettre en compte gratuit pour faire vos tests et récupérer exactement ce qui ressort. Mais bon, pour répondre à la question, donc pas de. Tu vois, là, je suis sur les goûters d'anniversaire, je crois. Attends, je suis sur quoi? Ah non, là, je suis au global, sur une dizaine, une quinzaine de questions. C'est des questions e-commerce majoritairement. Amazon, Reddit, Carrefour, YouTube, Leclerc, Darty, Maxi Coffee, etc. Donc ça, c'est sur du e-commerce. Et ce qui est intéressant de faire après, c'est d'aller, par exemple, choper tous les products. Donc là, vous copiez ça et vous le collez dans Excel directement c'est une tabulation, un séparateur, hein, c'est un format TSV, et donc ça se colle direct dans Excel, vous pouvez mesurer. Si vous voulez choper tous les liens, parce que ça, des fois, c'est intéressant quand vous faites une requête très longue, un mode syncing avancé, et que vous avez 150 ou 200 URL, ça peut être utile d'aller récupérer tout ça. Un truc qu'il faut savoir, c'est que dans la conversation, et dans la préparation de la conversation, quand on récupère justement toutes ces infos, on chope plein d'URL, mais toutes ne sont pas affichées côté utilisateur. Il y en a Ouais. qui sont gardées en arrière-plan. En fait, Donc là, l'outil récupère tout. j'ai l'impression qu'il affiche que les sources de dernière requête simplement sur l'interface. Alors ça, j'ai pas regardé si c'était ça le sujet. Bah, Euh, en fait, si- ouais, j'ai fait une autre vidéo il y a quelques jours et en fait, on voit, parce que alors, c'était sur ma propre marque Visibility A, donc je lui ouais, demande connais-tu Visibility A? Et en fait, on voit dans les logos là, tu sais, quand lances une recherche ChatGPT, il affiche les logos des principales sources qu'il va chercher. Et en fait, il trouve le logo de mon site, donc il trouve mon site. Après, il fait d'autres query fanout et du coup, il n'affiche pas le fait qu'il a trouvé à un moment donné mon site. ouais, ça arrive souvent Il ça. affiche et du coup, en fait, du coup, ton outil, en fait, il permet d'aller plus loin dans le sens où, du coup, comme tu chopes toutes les queries fanout et les sources,
et ben, tu as beaucoup plus d'informations que juste sur l'interface de base. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est normal en fait, parce que tu vois, sur cette conversation-là, cafetière électrique de luxe, il a fait 21 fan-out, 114 domaines, 227 URL différentes. Un humain normalement constitué, il va pas lire 227 URL différentes. Donc, ChatGPT va choisir et sélectionner certaines d'entre elles. Donc ça, on le voit en comparant avec ce qu'on a sur l'interface, mais c'est vrai que l'outil ne le fait pas, ça. Pour l'instant, nous, on récupère tout, ça pourrait être une évole possible. Et donc, pour revenir un peu sur ce que j'expliquais tout à l'heure, là, j'ai fait des mêmes requêtes pour avoir des carousels news, par exemple. Quels sont les grands titres de la presse du jour à propos de la France? Donc là, j'ai des fan-out en anglais. Alors, systématiquement, j'ai pas eu d'autres cas pour l'instant. À chaque fois, les blocs carousel news sont en anglais, systématiquement. Donc ça, c'est intéressant à constater. Et quand je suis en version free, je peux en avoir moins. En général, j'ai 3 news par carousel news, 3 domaines avec le petit visuel. Mais ça m'arrive d'en avoir seulement 2 quand je suis en mode gratuit. Et c'est pareil pour les images. Donc les images, j'en ai systématiquement 4, mais en réalité, ils m'en ramènent plus. Alors, il n'y a pas de query fan-out pour les images, ça doit être un moteur interne, je pense qu'ils sont chez Bing. Donc là, bah, j'ai 8 URL qui viennent toutes du même domaine d'ailleurs. Ça, c'était en mode gratuit. Et par contre, sur un compte pro, la même requête, ouais, sauf que c'était des poneys au lieu des chats, bref. Là, j'ai des domaines différents. Et donc, ce qui est intéressant, je ne sais pas si on le voit ici, on peut voir où est-ce qu'elles sont affichées. D'ailleurs, c'est assez marrant. Je me suis rendu compte quand tu vas récupérer toutes les URL des images. Ah non, c'est pas là. C'est dans les images des produits. Elles sont hébergées chez OpenAI. Donc, tu vois un image.openai.com, thumbnail URL. Donc, ça, c'est l'URL de l'image qui va t'afficher dans le carrousel. Sauf que ça fait une redirection vers le G-static de Google, qui est le CDN de Google. Donc, ils se servent en fait de l'infra Google pour servir leurs images. Mais comme ils veulent pas trop le dire, ils mettent un image.openai.com par-dessus. Ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu ça. Moi, je trouve ça extraordinaire à quel point ils parasitent Google en mode limite Black Hat. Bah, Moi, c'est je pour ça que m'attends ouais. à un procès mais monstrueux OpenAI contre Google dans les années à venir où ils vont déballer tout ce qu'ils ont collecté. Enfin, Google va arriver avec un énorme dossier. Voilà tout ce que vous nous avez piqué. Alors, Après, je pense qu'ils sont bien entourés juridiquement quand même, hein, et ils passent par SERP API, ils ont signé un contrat sans doute avec eux. Ils utilisent le service que SERP API vend. Ils passent par GStatic, qui est le CDN de Google, c'est libre et ils ont une API pour ça, ils le mettent à disposition. Donc pourquoi pas? Voilà, ils n'ont pas vraiment grugé à ce niveau-là. Mais ouais, c'est sûr que c'est un peu la guerre. Donc on va voir ce que ça va donner à l'avenir. alors, il y avait quelques statistiques en haut qui m'intéressaient. C'est des statistiques de performance. Ouais, là, la partie tech. Oui, voilà. Alors, sans rentrer trop dans le technique, mais voilà, globalement, à quoi ça sert et à quoi ça correspond, ces quelques données. Ouais, ça c'était plus pour du log et pour voir un peu si ça remonte ou pas. D'ailleurs, quand on est en mode syncing, ils apparaissent pas, vous verrez qu'il n'y a rien là-dedans. Search Probe, en fait, c'est un indicateur de complexité de la recherche. Oh non, pas de complexité de la recherche, c'est un indicateur qui va permettre de définir s'il faut utiliser la recherche interne ou pas. En fait, par utilisateur, ils ont un seuil qui, en général, moi j'ai vu 0,54 ou 0,6. Donc, quand tu dépasses ce seuil-là, la probabilité qu'il faille activer le search est dépassée et donc il va justement lancer le mode search dans ChatGPT. Donc là, par exemple, concrètement, si la question c'est quand Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique, Search Voilà, Probe, là, ça sera à 0,1 ouais, 0,1 et donc il va pas déclencher le search. Si par c'est contre, qui a gagné le Ballon d'Or la semaine dernière, bah, là il est 100%. il va être au max. Ouais. Et puis après, bah, tu as les classifiers. Sonic, c'est un de leurs outils internes, justement pour le search. Ils ont un paramètre de search complexity.
justement pour voir si c'était simple ou pas. Il y a les tools web, donc en général c'est web ou run. Ça, j'avoue que j'ai pas les codes pour décrypter exactement à quoi ça sert, mais bon, je les chope parce que ça me permet de voir justement d'une requête à l'autre ce que ça donne et puis peut-être d'en tirer des patterns et des infos au fur et à mesure. J'aurais pu les enlever, ça, c'est pas vraiment. Alors, je pense qu'on a fait déjà un bon tour de l'appli, à moins que tu aies encore d'autres fonctionnalités à nous montrer, mais Non, je pense que on a je fait t'avoue là que tu m'as tour. montré des trucs. Alors moi je l'ai installé il y a 3-4 jours. Tu m'as montré Ouais. des trucs que j'avais pas encore capté dans l'application parce que c'est quand même. En fait, t'as beaucoup de choses quand même, l'air de rien. Bah, au début, je C'est voulais assez que dense, prendre quoi. les fan-out, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, ah ouais, ce serait bien d'avoir les produits. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais il y a aussi des carousels images, des carousels news. J'ai pas réussi à réafficher les maps. Je sais que parfois, il affiche des maps Google, voilà, ils y sont pas. Mais ouais, ça te permet d'avoir des infos sur la conversation, quoi. Ouais, non, non, mais très très bien. Franchement, c'est très précieux, je pense. Si vous voulez auditer finement des requêtes et des produits, là, enfin, c'est open bar parce que du coup, on voit vraiment ce que voit ChatGPT et du coup, ça va nous permettre à chaque niveau de recherche qu'il fait d'aller essayer d'optimiser chaque requête une par une. Donc, c'est quand même très puissant, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que... Alors, on parle de ranking fusion, c'est-à-dire qu'il va prendre toutes les données qu'il a collectées partout, il va les prendre, il va faire une fusion et un résumé. Mais est-ce que tu as une idée de comment il va sélectionner, par exemple sur voilà, une cafetière de luxe, comment il va sélectionner le produit ou la marque qui va être en premier? Bah, ça, alors, moi, ce que je perçois, la réponse elle est non, hein, de manière globale, j'ai pas les clés de l'algo. Mais ce que je trouve quand même assez flagrant, c'est que ça varie énormément d'une requête à l'autre. Même le nombre d'URL qu'il va récupérer, le nombre de fan-out, est-ce qu'il va les faire en français, en anglais. Il y a quand même une grosse part d'aléatoire, et c'est normal parce qu'on est sur un modèle grand modèle de langue qui active beaucoup de probabilités et avec des variations fréquentes. Euh, donc la règle, c'est quand même qu'il y a une dispersion et une dilution qui est assez large, avec des niveaux de qualité même qui vont varier d'une requête à l'autre. Il y a même envoyé dans les systèmes prompts de ChatGPT que selon la journée, il va être plus ou moins prolixe dans ses réponses. C'est-à-dire que parfois, je suppose, quand les serveurs sont saturés, il va peut-être moins accorder de ressources à chaque utilisateur, ou même au niveau de ton contexte personnel. Si tu as déjà fait 150 requêtes dans la journée et que tu commences à tirer un peu sur la corde en termes de ressources, bah, il va peut-être aller chercher moins de données, répondre plus succinctement, etc. Donc voilà, il y a quand même une grosse part d'aléatoire, du coup, et de variance, ce qui signifie que bah, il y a besoin quand tu fais une analyse, de moyenner, de requêter plusieurs fois le même prompt et d'aller regarder dans l'ensemble, au global, quels sont les top sites. Donc, l'application finalement directe, c'est en fonction de ton usage, ton cas d'usage que tu veux monitorer, d'aller regarder quels sont les sites qui remontent le mieux, et puis de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec eux. Je te donne un exemple, même plusieurs. Si tu veux faire une analyse, par exemple, plus de sentiments ou de qu'est-ce que l'IA connaît de ta marque, bah, tu vas faire une requête sur, je sais pas, si tu es Darty, on parlait de Darty tout à l'heure, qu'est-ce que tu sais de Darty, ou quels sont les avis négatifs fréquents de Darty. Tu poses 20 fois la même question et tu vas regarder ce qui se dit et quels sont les sites qui remontent ce genre d'infos. Et ça va te permettre après peut-être d'appliquer des réponses et de générer des réponses aux questions et aux problèmes fréquents qui ressortent, et de les publier sur ton site, mais aussi ailleurs. Ou alors un autre cas d'usage, ça peut être d'identifier justement quels sont les sites qui parlent souvent de tes concurrents, mais pas de toi. Donc si tu fais des requêtes, genre quels sont les meilleurs outils de suivi de positionnement, tu vas aller voir quels sont les autres sites qui parlent de tes concurrents, mais pas de toi. On a un outil interne chez Resoneo qui fait ça, et ça te sort une liste de sites avec qui ça peut être intéressant de monter un partenariat ou d'aller faire une publication chez eux, quoi. Ah oui.
Alors justement, il y a Query qui propose de faire ce genre d'analyse automatiquement. Donc tu cites tous tes concurrents, Mhm. tu donnes des prompts, il va les déclencher, il va voir tes concurrents sur quoi ils sont présents et il va te dire si toi tu n'y es pas. Ouais. Donc Ouais, bah, on a un tool interne à Resono qui fait ça c'est assez automatiquement, intéressant. très pratique. Question complémentaire. Alors, à ton avis, est-ce que ChatGPT, ça va devenir un moteur de recherche par défaut pour les gens, ou alors ça restera juste un complément de Google et que Google continuera à dominer le marché très très largement? Bon, là, voilà, c'est de la prospective, hein. Ouais, ouais, c'est difficile de. Je te demande pas une réponse exacte, évidemment. Ouais, Mais voilà, toi, ton avis là-dessus, comment ça va évoluer en fait? Et l'idée derrière, c'est comment vont évoluer les budgets ouais, des clients pour ce genre de prestations, on va dire. c'est une bonne question. C'est vrai que ChatGPT a le first mover advantage. Ils ont sorti le changement de paradigme complet avec la possibilité de prendre en main l'IA. Il y avait de l'IA qui existait avant, hein. Il y en avait même chez Google, dans tes recommandations YouTube, dans le fait de pouvoir répondre à une conversation Gmail. Il y avait de l'IA déjà partout. Mais quand ChatGPT est sorti, c'était la première fois qu'on pouvait maîtriser ce qu'on lui demandait de faire. Donc, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Google hésitait à le faire parce qu'ils avaient déjà été échaudés par des tas de biais qui étaient arrivés dans les AI overviews. Et puis, quand ils sortent un outil, Google, c'est tout de suite des milliards d'utilisateurs. Donc, voilà, ils avaient sorti Voilà. des trucs un peu en Ils ont, catimini en test. ils, Mais ils se ils sont ont fait pas le couper droit, l'herbe ils sous ont le pas le pied. droit à l'humour. Ils ont pas le droit à l'erreur. Exactement. Et donc, ChatGPT est arrivé, a pris une grosse part de marché sur ce truc-là, mais Google, il pousse très fort de partout sur l'IA aujourd'hui, avec les iMode qui débarquent là, dans 180 pays, le fait qu'il débarque aussi dans Chrome directement dans la barre de recherche. Il pousse Google Lens très très fort également pour du multimodal avec des trucs assez avancés comme Circle to Search où tu sais, tu peux entourer une partie de ton image pour demander des informations. Euh, donc je pense et en plus ils filent tout ça gratos parce que justement ils veulent récupérer des parts de marché. Donc petit à petit ils vont remonter la pente, je pense, et ils sont pas en reste. Et alors en plus de tout ça, ils ont 30 ans d'historique, D'accord. d'analyse automatique du langage, de mécanismes deep learning pour décortiquer les intentions utilisateurs, répondre aux prompts et fact-checker l'info, faire du fact-checking sur toutes les réponses qu'ils pourront faire grâce à leur knowledge graph, ce que n'ont pas ChatGPT, Perplexity, Anthropic et autres, sans compter également tout ce qu'ils ont au niveau du crawl. Aujourd'hui, les crawlers OpenAI sont quand même assez rudimentaires et grossiers quand tu compares avec ce qui existe chez Google, où ils font du crawl prédictif, ils sont capables de définir que cette URL, il y a une forte probabilité qu'elle va être dupliquée, ou cette autre URL, qu'elle sera du spam ou de mauvaise qualité, donc je ne vais pas la crawler. Pareil sur le rafraîchissement et le recrawl de chaque URL. Donc ils sont quand même très fins là-dessus, ils ont des années d'historique. Donc ils ont quand même une longueur d'avance technologique qui fait que je ne pense pas que ChatGPT va les écraser vraiment, quoi. Et aujourd'hui, ils sont quand même assez avancés. Donc, je pense qu'on aura encore du Google pour longtemps, d'autant plus que le département de la justice américain a finalement décidé de ne pas démanteler la boîte et ils vont garder Chrome, Mm. qui est aussi un gros avantage. Oui, c'est pas négligeable. Ok. Et allez, dernière question. Selon toi, en quoi le géo, ça change radicalement notre métier de SEO aujourd'hui? Est-ce que c'est une révolution, une évolution? Enfin, voilà, où est la bascule Bah, et comment on fait? ouais, c'est compliqué comme question parce que déjà, il y a une partie qui n'est pas directement frontale avec la recherche d'informations classique. Justement, on parlait de toute la partie conseil, assistant, coach. Donc ça, c'est un nouvel usage, hein, c'est un nouveau terrain de jeu. De même que quand TikTok est débarqué, on ne s'est pas dit, bah, tiens, il faut changer le nom de SEO, on va en trouver un autre. On s'est dit juste, on va faire du SEO sur TikTok comme on en fait sur Amazon. On a eu l'ASO quand même sur les App Store. Il y a eu des tentatives, hein, de nouveaux termes pour notre discipline. Après, ça reste des sous-ensembles. Je pense que, enfin, pour moi aujourd'hui, le référencement dans le ChatGPT et autres, ça reste un sous-ensemble, une excroissance finalement de notre métier, avec des nouvelles règles.
des règles qui aujourd'hui, pour moi, s'apparentent plus à une régression par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, puisqu'en gros, il faut du contenu pré-mâché, bien structuré, facilement accessible, pas de JavaScript, etc., etc. Ce qui change vraiment, après, c'est le mode conversationnel, juste la complexité des prompts et le côté situationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux acheter des chaussures pour aller courir à la fois dans la forêt qui est près de chez toi et sur le bitume et que tu sais pas comment elle s'appelle, ben tu dis tu vas te parler de ChatGPT, tu lui dis je veux des chaussures qui font ça, ça et ça. Lui, il va te retrouver justement plus facilement le nom exact, le modèle exact et donc ça nécessite, ce que je disais tout à l'heure, d'aller plus loin dans la manière dont tu structures tes fiches produits, avec des FAQ, avec des nouveaux filtres et facettes situationnelles qui vont te permettre d'être mieux ingéré par tous ces outils-là et de ressortir mieux. Mais finalement, je vois beaucoup, tu vois, quand les requêtes, c'est quel est le meilleur air fryer en 2025, eh ben, ouais, c'est du contenu qu'on faisait sur nos sites sur nos PBN il y a 10 ou 15 ans, tu vois. Et, donc il y a un petit peu une régression là, à ce niveau-là, je trouve. Je t'avoue que à titre personnel, purement business, ça m'arrange. Mais vu que je vends du PBN, donc Ah bah là, ouais, il y a de quoi faire, hein. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour une marque en plus d'aller faire du comparatif et de se positionner sur quel est le meilleur site e-marchand pour acheter tel truc. N'importe quelle marque peut pas se permettre d'aller taper sur les concurrents ou de faire des comparatifs comme ça. Donc là, il y a un boulevard, hein. ouais. Et puis bon, alors il y a des alternatives, hein, pour pas citer les concurrents. J'en parlerai dans une autre dans un autre article ou vidéo. Mais voilà, il y a des solutions pour pas citer explicitement les concurrents, tout en disant que c'est nous les meilleurs, quoi. Donc c'est pas mal. Ouais, il y a Ça des marche un petit techniques peu. quand même. Mm. Bah écoute, franchement, alors déjà un grand merci pour cet outil qui franchement apporte énormément de données, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la recherche sur ChatGPT, va nous permettre d'avancer. Donc d'avoir données gratuits, en plus bien présenté avec des Ah, j'ai ressources mis qui des marchent couleurs, hein. bien. D'habitude, je fais jamais ça. Mais Franchement, topissime quoi. Bravo pour ce travail, merci avec beaucoup pour le plaisir. partage. Je mettrai le lien pour le télécharger dans la description, évidemment. Je rappelle que voilà, c'est gratuit. Et puis bah, bon, bravo pour ce travail. Et Ah, puis merci. merci aussi d'avoir partagé tout ce que tu viens de nous dire sur tes connaissances de ChatGPT. C'est extrêmement précieux. Donc voilà. Avec plaisir. J'aurai l'occasion d'en reparler. Justement, il faut que j'avance sur ma presse pour le SEO Summit dans 3 semaines, où j'aurai l'occasion de rediscuter de ça lors d'une conférence et de masterclass. Bon, bah, écoute, dans ce cas-là, on se retrouvera aussi au Summit. Avec plaisir. Je sais pas si tu as un dernier mot que tu veux dire ou bien. Non, bonne recherche à tous. Voilà, finalement, pour apprendre, il faut tester et puis décortiquer des choses. Donc, plus on est nombreux à le faire, plus on en apprend et on découvre de choses nouvelles. Donc, c'est comme ça qu'on avance, quoi. Super. Bah écoute, je te remercie et puis je te dis bonne Merci journée alors. François. Merci François, à bientôt. Bonne journée.